Je m'appelle Béatrix. Quand j'avais 6 ans, mon père m'a conduit à une station-service au milieu de nulle part et est parti. Pas d'au revoir, pas de retour en arrière. J'ai attendu toute la nuit, pensant que c'était de ma faute. Il s'avère que ce n'était que le début. Ma famille ne m'a pas simplement abandonné. Ils m'ont effacé de leur maison, de leurs souvenirs, même du testament familial. Ils disaient que j'étais instable, que je n'étais pas à ma place. Mais et si la vérité ne concernait jamais moi, mais ce qu'ils essayaient de cacher? Quel genre de mère paie pour faire disparaître son enfant? Et pourquoi, après toutes ces années, ont-ils encore peur de mon nom? Les gens parlent du moment où leur vie a changé comme s'il s'agissait d'un événement majeur et dramatique. Un accident de voiture, un diagnostic, un mariage qui a mal tourné. Mais le mien, était silencieux. J'avais 6 ans lorsque mon père a quitté la route et m'a laissé dans une station-service au milieu de nulle part. Pas de feu d'artifice, pas de cris, juste le bruit des pneus sur les graviers et une porte qui ne s'ouvrait plus. Je me souviens encore de l'odeur de cette voiture, du vieux cuir, du café rassis et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas situer à l'époque, quelque chose comme la finalité. Il n'a pas dit grand-chose pendant ce trajet, il a juste fredonné une chanson country poussiéreuse à la radio et a hoché la tête quand je lui ai montré des formes dans les nuages. Je pensais qu'il était fatigué, ou peut-être qu'il avait quelque chose en tête. Quel enfant de 6 ans pense que c'est la dernière fois que je vois mon père? Quand nous sommes arrivés à Elmbridge, je ne connaissais même pas le nom de la ville. C'était l'hiver, le ciel avait l'air meurtri, comme s'il retenait la neige, et la station-service qu'il avait choisie lui paraissait ancienne, comme si le temps l'avait oublié. Il s'est garé près du bord, les moteurs toujours en marche, et s'est tourné vers moi avec un demi-sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et, chérie, j'ai besoin que tu me fasses une faveur, d'accord? J'ai hoché la tête. Désireux de plaire, toujours désireux de plaire. Rentre et prends-nous 2 chocolats chauds. Je serai ici. Je serai ici. Je me suis accroché à ces 4 mots comme à une couverture. Il ne m'est même pas venu à l'esprit de ne pas lui faire confiance. Je me suis glissé hors de la voiture, mes baskets craquant sur la terre gelée, et j'ai poussé la porte vitrée qui tintait comme un vieux carillon. L'homme derrière le comptoir avait l'air d'avoir été sculpté dans la pierre et m'a à peine regardé quand j'ai demandé les boissons. Je me souviens que la tasse était trop chaude dans mes mains et je n'arrêtais pas d'aller et venir en attendant que papa franchisse la porte. 10 minutes se sont écoulées, puis 30, puis 1 heure. À un moment donné, le gars derrière le comptoir m'a demandé si j'allais bien. J'ai menti et j'ai dit oui. Après tout, papa a dit qu'il reviendrait tout de suite. Je devais juste être patient. 2 heures plus tard, je suis sorti et n'ai vu qu'un endroit vide là où se trouvait la voiture. Pas de traces de pneus, pas de notes, juste le silence et cette froide prise de conscience que quelque chose n'allait horriblement pas. Une voiture de police est arrivée au crépuscule. Je ne me souviens même pas qui les a appelés. Peut-être que le gars de la station-service a finalement décidé que je n'étais pas qu'un enfant perdu attendant un parent dans une longue file d'attente. Les policiers ont essayé d'appeler ma mère. Je les ai regardés se chuchoter, leurs yeux se tournant vers moi, comme si j'étais un problème auquel ils ne voulaient pas s'attaquer. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de garde. L'un d'eux a fini par le dire à l'autre, sans savoir que je pouvais entendre, ni la garde, ni moi. Ils ont utilisé des mots comme abandonné et orphelin, des mots que je n'avais entendus que dans les films Disney et juste comme ça, ma vie est passée d'un mardi ordinaire à un numéro de dossier. Le lendemain matin, Rutan arriva. C'était la sœur aînée de mon père. Je ne l'avais rencontrée que 2 fois auparavant et à chaque fois, elle portait trop de parfum et avait l'air de faire de son mieux pour ne pas rester longtemps. Cette fois, on aurait dit que quelqu'un l'avait frappée au visage avec une mauvaise nouvelle. Je ne savais même pas qu'elle était en ville, a-t-elle marmonné à l'officier. Puis ses yeux ont rencontré les miens. Elle a hésité, puis s'est accroupie. Salut, Béatrix, je suppose que c'est toi et moi maintenant. Ce n'est que des années plus tard, après que les dégâts aient déjà pénétré dans mes os, que j'ai entendu parler de l'enveloppe. Non ouvert mais clairement falsifié à l'intérieur d'un test ADN. Vous savez comment les gens disent. La famille n'est pas une question de sang, ils le pensent généralement dans le bon sens. Mais dans mon cas, c'était une malédiction. Ce test était peut-être l'excuse dont il avait besoin. Obtenu une mauvaise note, j'ai oublié de me brosser les dents, j'ai renversé du jus sur le tapis une fois de trop. J'ai passé des années à essayer de regagner une place. Je ne savais même pas que j'avais perdu. Mais ce qui faisait plus mal que d'être laissé pour compte, c'était d'apprendre. Je n'étais jamais censé exister du tout. Je pensais qu'être laissé pour compte était la pire chose qu'un parent puisse faire à son enfant. Mais être oublié, effacé, est plus profond. Ça ne laisse pas de bleu. Cela laisse des espaces vides là où l'amour aurait dû être. Rutan n'avait pas grand-chose. Sa librairie sentait la poussière de papier et la gomme à la cannelle. C'était la seule chose qu'elle avait héritée de son défunt mari et la plupart du temps,
Elle semblait plus dépassée que réconfortante. Pourtant, elle a vidé la salle de stockage exiguë à l'arrière et m'a dit que je pouvais y rester aussi longtemps que j'en avais besoin. Aussi longtemps que j'en avais besoin. De la même manière que vous dites à quelqu'un que vous l'appellerez plus tard, sachant que vous ne le ferez pas. Elle m'a acheté une petite lampe rose dans un vide-grenier et l'a placée à côté du matelas qu'elle avait disposé sur des caisses. Cette lampe brillait comme un espoir, mais j'ai gardé ma valise fermée pendant des semaines. Une partie de moi ne croyait pas que c'était permanent. Une autre partie priait pour que ce ne soit pas le cas. L'école a commencé un mois plus tard. Rutan m'y a accompagné le premier jour en me tenant la main, comme si elle essayait de se convaincre qu'elle avait tout sous contrôle. Je pouvais sentir sa paume transpirer contre la mienne. À l'école, je ne parlais pas beaucoup. Les enfants m'ont demandé où étaient mes parents. Je leur ai dit. J'habitais dans une librairie. Certains m'ont regardé comme si je mentais. D'autres m'ont demandé si j'avais été en prison. Un garçon a murmuré, c'est elle qu'ils ont laissée. À la station-service. Et cette rumeur est restée plus dure que la colle. Même les professeurs me traitaient différemment. L'un d'eux m'a appelé chérie, avec cette voix que les adultes utilisent lorsqu'ils pensent que tu es brisé. Un autre n'arrêtait pas de me prendre à l'écart en me disant des choses comme « Ça va, Béatrix ? Tu sais que tu peux nous parler. » Mais je ne voulais pas parler. Je voulais juste disparaître ou au moins devenir quelqu'un que personne ne remarquait. Puis un après-midi pluvieux, Rutan m'a appelé devant le magasin. Ses yeux brillaient, comme si elle lisait quelque chose qu'elle ne voulait pas que je voie. Elle m'a remis une enveloppe en papier cartonné. « Cela vient de l'avocat de ta mère », dit-elle d'une voix serrée. À l'intérieur se trouvaient les documents judiciaires. Céleste Fenn, ma mère au sens juridique du terme, avait renoncé à tous ses droits parentaux. Mon nom n'était pas seulement barré, il manquait. Des lignes entières avaient été réécrites comme si je n'y étais jamais allée. Pour commencer, je ne voulais pas que tu vois ça. Marmonna Rutan, essayant de se reprendre. Mais je l'ai serré plus fort. Je n'avais pas l'impression de perdre quelque chose. C'était comme avoir été effacé intentionnellement. Plus tard dans la nuit, j'ai entendu Rutan au téléphone, chuchotant derrière les piles de couvertures rigides. Ils m'ont dit de ne pas parler d'elle, ils ont dit que c'était mieux pour tout le monde qu'elle disparaisse comme si elle était une phase. Une phase, ce mot a frappé plus fort que n'importe quel gifle. Des années plus tard, alors que j'étais assez vieux pour ouvrir le courrier bancaire sans rien demander, j'ai trouvé une étrange déclaration dans le tiroir de Rutan. Un transfert discret avait été effectué de Fenn & Maddox LLP vers son compte. Une grande partie datait de l'époque où j'ai emménagé. Quand je lui ai posé la question, son visage s'est effondré. Je ne l'ai pas pris pour moi. Dit-elle rapidement, ta mère a proposé, non, a exigé que je le prenne si je voulais te garder. Ce n'était pas de l'argent secret, je le jure. Je n'avais juste pas les moyens de te nourrir, Béatrix. Le pire, je l'ai cru et ça me piquait quand même. Qu'étais-je ? Une responsabilité ? Quelqu'un était payé pour assumer une dépense mensuelle. Étais-je un enfant ou juste une transaction ? Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je suis allé dans la pièce du fond, j'ai ouvert le tiroir de la petite lampe rose et j'ai sorti mon cahier. J'ai feuilleté les pages de gribouillis et copié mes devoirs jusqu'à ce que j'atteigne une page blanche. Avec un crayon émoussé, j'ai écrit une phrase et je l'ai soulignée 3 fois. Béatrix, Fenn, peu importe ce qu'ils disent. Cette nuit-là, je l'ai murmuré encore et encore comme une prière à celui que Dieu écoute encore, parce que s'ils devaient passer leur vie à prétendre que je n'existais pas, alors je passerais la mienne à prouver que je l'existais. Je ne le savais pas à l'époque, mais je n'étais pas le seul à être brisé de l'intérieur. Je n'avais pas eu de nouvelles de Con depuis plus d'une décennie, pas depuis le jour où j'ai observé son visage de l'autre côté du hall d'un tribunal alors qu'il tenait la main de notre mère et me tournait le dos. Nous n'avons pas parlé ce jour-là. On ne s'est même pas regardé dans les yeux et je me suis dit que c'était mieux ainsi. Alors, quand son message est apparu sur mon téléphone un soir, est-ce que tu as déjà pensé à eux ? J'ai eu le souffle coupé comme si j'étais descendu d'un rebord. Mes doigts planaient au-dessus de l'écran. La moitié de moi voulait le supprimer, l'autre moitié voulait dire oui. Tous les putains de jours. À la place, j'ai regardé le curseur clignotant. J'ai pensé au journal sous mon lit avec mon nom écrit encore et encore comme une bouée de sauvetage. J'ai pensé au nombre de nuits où je m'étais demandé si Kia avait déjà posé des questions sur moi, s'ils se souvenaient que nous venions de la même maison, même si j'étais celui qu'ils avaient incendié. Finalement j'ai répondu, parfois pourquoi. Il n'a pas répondu tout de suite. Keon avait toujours été le favori, le Golden Boy, celui qui figurait au tableau d'honneur, souriait à cul et ne laissait jamais une seule chaussette par terre. Céleste le présentait lors des dîners comme un trophée dont elle pouvait s'attribuer le mérite. Et pourtant, derrière cette façade parfaite de Fenn, quelque chose avait commencé à changer. Ce que je ne savais pas à l'époque, mais il me le dira plus tard,
C'est que tout avait commencé avec un tiroir verrouillé dans le bureau de notre père. Keon cherchait un chargeur de téléphone, un stupide petit fil, mais le tiroir ne voulait pas bouger. La curiosité a eu raison de lui. Il trouva la clé scotchée sous le bureau, exactement là où Magnus cachait les cadeaux de Noël. À l'intérieur, au lieu d'appareils électroniques ou d'anciens formulaires fiscaux, il trouva un mince dossier estampillé confidentiel en rouge. Il m'a dit qu'il ne l'avait presque pas ouvert, qu'il avait regardé mon nom, qu'il avait tapé en caractères gras en haut et qu'il avait senti son estomac se tordre. Le rapport à l'intérieur était clinique, des termes sans émotion comme émotionnellement volatile, résistant à l'autorité et aux problèmes d'attachement étaient utilisés comme des puces sur une page. J'avais 5 ans lorsque ce fichier a été écrit. Pourquoi ont-ils gardé ça, m'a-t-il demandé plus tard. Pourquoi auraient-ils gardé quelque chose comme ça à moins que cela signifie quelque chose pour eux, je n'ai pas le cœur de le lui dire. Je savais déjà que ce dossier était leur justification, la preuve que je n'étais pas digne d'être aimé. Et maintenant, ça le brisait aussi. Il recommença à jouer du piano en secret, tranquillement, seulement tard dans la nuit, alors que la maison dormait. Pas les conneries classiques dans lesquelles notre mère l'a forcé, mais des accords bruts et dissonants. Son propre son, m'a-t-il dit. La musique était la seule chose qui ne ressemblait pas à un mensonge. Puis une nuit, mon téléphone s'est rallumé. C'était une note vocale. J'ai appuyé sur play et sa voix était tremblante mais ferme. Je pense que je comprends maintenant et je suis désolée d'avoir dû poser des questions. J'aurais dû te trouver plus tôt. C'est juste que je ne savais pas comment être autre chose que ce qu'il m'avait fait. Mais je pense que je suis prêt maintenant, si vous l'êtes. Je me suis assis par terre dans mon bureau au centre de conseil, les genoux repliés sur ma poitrine, répétant le message 5 fois 10. J'ai fermé les yeux et nous avons entendu des enfants se poursuivre dans le couloir. Avant le silence, avant la division. J'ai tapé un mot et j'ai appuyé sur envoyer du café. Je ne savais pas à quoi je m'attendais. Peut-être qu'il dirait non, peut-être que c'était un problème dans notre chronologie et qu'elle s'effondrerait à nouveau. La seconde que j'espérais, mais il a répondu presque instantanément, nommez l'endroit. Alors j'ai organisé un petit dîner tranquille près d'Elmbridge Edge, le genre avec des banquettes fêlées et du café brûlé, où le passé n'avait pas d'importance et où personne ne posait de questions. Le lendemain matin, nous nous sommes assis l'un en face de l'autre pour la première fois en 22 ans. Il avait l'air plus âgé, bien sûr, mais fatigué d'une manière qui n'appartenait pas à la jeunesse. Vous vous êtes déjà demandé s'il venait de nous inventer, a-t-il demandé en remuant son café avec une cuillère ébréchée. J'ai ri, mais ce n'était pas drôle. Tout le temps, je disais, nous n'avons pas parlé du rapport, pas ce jour-là. Nous n'en avions pas besoin. Il était là entre nous, épais comme un brouillard. Ce qui comptait, ce n'était pas le dossier, c'était la fracture qu'il laissait en lui, le miroir qu'il avait été obligé de brandir et de réaliser que la perfection avait un prix, et aucun de nous n'était préparé à ce que nous découvririons ensuite. Kane et moi étions assis dans la banquette longtemps après que le café soit devenu froid. Le silence entre nous n'était plus aigu. C'était lourd mais supportable. Il jouait avec un sachet de sucre pendant que je traçais des cercles sur le bord de ma tasse. Je ne sais pas qui je suis sans eux, dit-il doucement. J'ai laissé cela reposer une seconde avant de répondre, c'est peut-être la meilleure partie. Il eut un sourire triste mais ne discuta pas. Je voulais lui poser des questions sur le dossier, s'il y croyait, si cela changeait sa façon de me voir, mais je ne l'ai pas fait. Pourtant, ce jour-là, il ne s'agissait pas d'entraîner des fantômes à la lumière du jour, mais de reconnaître que nous les avions tous les deux. Après nous être dit au revoir, je suis retourné à la librairie avec une étrange douleur dans la poitrine, pas une douleur, pas plus comme le poids changeant de quelque chose enfoui depuis longtemps qui commence à remuer. Rutan était dans le grenier en train de fouiller dans des cartons pour une campagne de dons communautaires. J'ai proposé mon aide, en partie par culpabilité, en partie par agitation. La plupart étaient des cochonneries, de vieilles lumières de Noël, des romans de poche aux pages jaunies, une lampe cassée qui avait survécu à 3 déménagements. Puis j'ai repéré un dossier métallique glissé entre 2 caisses de dossiers fiscaux périmés. Il était étiqueté au marqueur noir délavé, Fen, privé. Je savais qu'il valait mieux ne pas ignorer quelque chose comme ça. À l'intérieur se trouvaient des papiers soigneusement coupés. La plupart étaient des registres de propriété fades, de vieilles factures. Mais près du fond se trouvait une épaisse enveloppe scellée d'un cachet de cire. Mes mains tremblaient lorsque je l'ouvrais. C'était une copie du testament de mon grand-père, et non la version à laquelle j'avais vu faire référence dans les journaux ou dans les résumés judiciaires il y a des années. Celui-ci a nommé 2 héritiers, Beatrix, Fen, moi. Je me suis assis lourdement sur le sol du grenier, le souffle coupé dans la gorge. Rutan jeta un coup d'œil par-dessus le bord d'une boîte. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai tendu le papier. Ses yeux s'écarquillèrent. Mon Dieu,
J'avais même oublié que cela existait. Tu as oublié ma voix cassée il y a des années, dit-elle presque dans un murmure. Céleste est passée, m'a dit qu'elle nettoyait certains dossiers familiaux, et m'a demandé si j'avais quelque chose qui restait de ton grand-père. Je ne me souvenais pas de ce fichier. Je pensais que c'était juste des cochonneries fiscales. Pourquoi n'as-tu pas vérifié? Ma voix s'est élevée. Je ne pensais pas qu'elle me mentirait. Dit Rutan, le visage pâle. Je n'y pensais pas, mais elle l'avait fait, bien sûr. Céleste ne posait jamais de questions sans motif et elle avait clairement eu l'intention d'effacer toute trace de moi, légalement, financièrement, historiquement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis réveillée en rejouant chaque instant que j'avais passé à croire que j'étais invisible, indésirable par hasard. Mais cela a prouvé que je n'avais pas seulement été oubliée, j'avais été éliminée. J'ai de nouveau sorti le testament et j'ai relu la ligne avec mon nom. C'était juste là, à l'encre noire sur du papier vieilli. Ils ne m'ont pas simplement jeté. Je n'ai murmuré à personne. Ils m'ont enterré. La honte que j'avais portée pendant des années, me demandant ce qui n'allait pas chez moi, pourquoi je ne pouvais pas être aimée, transformée en quelque chose d'autre, pas de rage, pas encore, mais de pouvoir. Je n'étais pas brisée. J'ai été enterrée. Il y a une différence. Le lendemain matin, j'ai appelé un vieil ami qui s'était lancé dans le droit successoral. Je ne lui ai pas donné de détails, j'ai juste posé une question simple, hypothétique. Que se passe-t-il si quelqu'un supprime illégalement un héritier légal? Elle a fait une pause puis a dit ça dépend. Mais c'est grave, comme un crime grave. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Mes mains étaient fermes alors que je classais le testament dans un tiroir verrouillé de mon bureau au centre de conseil. Puis je me suis tenue dans l'embrasure de la porte, regardant l'espace chaleureux et calme que j'avais construit pour que d'autres personnes puissent guérir. Ils ont essayé de m'effacer. J'ai dit à haute voix au livre, au tapis, au silence. Voyons maintenant qui ils sont vraiment lorsque les masques tomberont. Je n'avais pas besoin de vengeance, j'avais besoin de la vérité pour respirer. Le dossier n'avait pas quitté mon bureau depuis la nuit où je l'avais trouvé. Parfois, je l'ouvrais juste pour voir à nouveau mon nom sur cette page, comme si je m'assurais qu'il était toujours réel, toujours le mien. Mais regarder la vérité et l'utiliser étaient deux choses très différentes. J'ai donc rencontré Serena, une ancienne camarade de classe devenue avocate spécialisée en succession. Nous étions assis l'un en face de l'autre dans une cabine du seul café décent d'Elmidge, son ordinateur portable brillant entre nous et une pile de bloc-notes juridiques encombrant la table. Elle feuilleta la copie numérisée du testament, les sourcils froncés. « C'est valable, dit-elle. Enfin, votre grand-père n'a jamais signé de révocation ou d'amendement. À moins qu'il ne puisse en produire un, ce document a du poids. Et s'ils l'ont enterré exprès, c'est une fraude, Beatrix. C'est sérieux. Mais dès que vous agissez, publiquement ou légalement, vous ouvrez une porte qui ne se refermera plus. Es-tu sûr? Je n'ai pas répondu, pas encore. De retour à mon bureau, je me suis assis avec un stylo et du papier, pas un clavier. Je voulais que le poids de chaque mot que j'écrivais soit ressenti par moi, par elle. Je n'étais pas en colère, pas à ce moment-là, j'avais juste fini, je me taisais. La lettre était calme, mesurée, sans menace, sans accusation, juste la vérité disposée comme un échiquier. Céleste, je suis tombée sur une version du testament qui me nomme coère. Il n'a pas été révoqué. Je comprends ce que cela signifie. Je n'ai aucun intérêt dans une guerre, mais si j'y suis forcée, je défendrai mon droit à exister. Je demande de la discrétion et de la résolution. Le silence ne te protégera plus, Beatrix. Je l'ai envoyé via le bureau de Serena en utilisant un coursier sous caution. Dans les 24 heures, j'ai reçu un appel de Rutan. Tu l'as envoyé. Elle a demandé, oui, elle a expiré fort dans le téléphone. Tu es courageuse. Mais écoute, Céleste ne répond pas à la politesse, elle répond à la menace. Ce n'est pas qui je suis. J'ai dit son numéro mais c'est qui elle est. 3 jours se sont écoulés, rien. Le 4e matin, j'ai trouvé Keon attendant sur les marches de mon sweat à capuche centrale, levé dans mon sac polochon à côté de lui. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Je pars, dit-il. J'ai cligné des yeux sur ce qui s'est passé. Elle l'a découvert. J'ai aidé. Tu as dit que je mettais en danger le nom de famille. Il rit amèrement. Papa est resté assis là à polir ses lunettes comme si nous parlions de la météo. Tu n'es pas obligé de faire ça, dis-je doucement. Oui, je le fais, a-t-il répondu. Je ne leur appartiens pas non plus, je voulais dire que j'étais fière de lui. Je voulais le serrer dans mes bras, mais tout ce que je pouvais faire, c'était prendre son sac et le ramener à l'intérieur cette nuit-là, pendant qu'il dormait dans la chambre d'amis. J'ai vérifié mon courrier électronique. Un nouveau message. Pas de nom d'expéditeur, pas de sujet, juste une seule phrase dans le corps.
Il prépare une campagne médiatique. Tu seras l'illégitime mère. Soyez prêts. Je ne savais pas qu'il avait envoyé, je m'en fichais. Je me suis levée, je suis sortie dans la fraîcheur de la nuit d'Elmidj et j'ai regardé la lune. Il pense que me mettre sous les projecteurs va me briser, murmurai-je. Puis j'ai souri fort, petit mais réel. Ils ne savent pas ce que j'ai dû faire pour survivre, juste pour rester ici, et juste comme ça, ils ont fait de moi la une des journaux. Je me suis réveillée avec mon visage qui me regardait suite à une alerte de nouvelles. Là, c'était un recadrage d'une photo dont je ne savais même pas qu'elle avait été prise. Moi debout devant le centre de conseil. Les bras croisés, les yeux fatigués, les cheveux tirés en arrière par une journée venteuse. En dessous, le titre, fille audacieuse et séparée et fils désorienté, la lutte tranquille de la famille Fenn. J'ai cliqué avant même de pouvoir respirer. L'article était brillant, clinique, conçu pour paraître équilibré, mais saignant de la manipulation. Entre chaque ligne, cela me dépeint comme un étranger troublé et amer, séparé pendant des années en raison de la volatilité émotionnelle et des problèmes personnels non résolus. Il décrit Kian comme ayant récemment connu une crise de santé mentale et faisant l'objet d'un examen psychiatrique étroit, citant une source familiale anonyme. Il n'y avait aucune source. Il n'y avait que Céleste. J'ai laissé tomber mon téléphone. Il tomba au sol avec fracas, écran toujours allumé, Béatrix. La voix de Kian résonna dans toute la maison. Il sortit en trombe de la chambre d'amis, le visage pâle et la mâchoire serrée. Il a levé son téléphone comme s'il le brûlait. Ils ont dit que j'étais dans un établissement. Ils disent aux gens que je suis instable, que j'ai rechuté. On ne vous a jamais diagnostiqué quoi que ce soit, dis-je en me levant. Il s'en fiche, cracha-t-il. Elle dit aux gens que je suis tombée en panne, que c'est vous qui l'avez déclenché, que je suis confuse, trop fragile pour être prise au sérieux. Elle a dit que j'avais besoin d'une intervention professionnelle. Ses mains tremblaient. Je n'ai pas pleuré depuis 10 ans. Je pense que je suis sur le point de le faire maintenant. J'ai posé ma main sur son épaule. Tu ne pleureras pas maintenant, pas à cause d'eux. Tu vas te battre. Il m'a regardé comme s'il ne savait pas comment. Je t'aiderai, je l'ai promis, mais nous ne pouvons plus nous cacher. J'ai contacté un journaliste nommé Emory Langston, quelqu'un que j'avais rencontré par l'intermédiaire d'un client, quelqu'un qui ne travaillait pas pour les clics mais pour la clarté. Emory a accepté de se rencontrer en personne. Pas de caméra, pas de truc, juste ma voix, ma vérité. Je me suis assis en face d'elle au fond de la librairie. Kian restait à proximité, hors cadre mais à sa portée. Emory a placé un enregistreur entre nous et a dit « Parlez quand vous êtes prêts ». Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé du grenier, du testament, de la lettre, du silence. Je lui ai raconté comment Céleste avait essayé de m'effacer de l'existence comme une note de bas de page expurgée dans son récit parfait. J'ai parlé de Haute, de grandir en l'absence de réponse, de la façon dont ils ont appris à Keon à me voir comme une ombre. Je n'ai pas élevé la voix une seule fois. Je ne l'avais pas insulté, mais j'ai dit la vérité. L'histoire a été diffusée dans les 48 heures, d'abord en ligne, puis syndiquée. Ça a touché une corde sensible. Les commentaires affluaient d'étrangers qui reconnaissaient leur propre famille dans la mienne, des survivants du silence, des enfants de ménage obsédés par l'image, des adultes autrefois effacés. Tu n'es pas fou. Un message anonyme disait, nous avons vu ce qu'ils ont fait, nous l'avons tous fait, nous n'avons simplement rien dit. Un ancien membre de la famille, une ancienne nounou, voire un ancien collègue de Magnus qui a admis n'avoir jamais regardé personne dans les yeux lorsque votre nom était évoqué. Pour une fois, je n'étais pas seule. Le lendemain matin, j'ai publié le testament original sur le site web de mon centime. Pas de fanfare, pas de hashtag, juste un PDF propre et une ligne tapée en gras au-dessus. Vous ne pouvez pas effacer ce qui a été écrit. En vérité, il ne s'agissait pas d'héritage, cela n'a jamais été le cas. Il s'agissait de récupérer le nom qu'ils essayaient d'enterrer, de donner à des gens comme moi la permission d'arrêter de s'excuser d'être nés non désirés. Mais Céleste n'a jamais joué honnêtement et son coup suivant a été le plus sale. Pourtant, l'enveloppe était épaisse, affranchie de lettres dorées et remise en main propre par un homme qui ne prenait pas la peine de cacher son inconfort. Je n'ai même pas eu besoin de l'ouvrir pour savoir que Céleste avait enfin montré les dents lors d'une convocation formelle. Céleste Fenn contre Béatrix Fenn pour diffamation, violation de la vie privée, demande frauduleuse d'héritage. 6 juin était une demande de suppression immédiate de mon nom de toutes les références au testament. Ils ont allégué que j'avais falsifié le document, manipulé la perception du public et causé un préjudice irréparable à l'héritage de la famille. Fenn. J'ai ri. En fait, j'ai ri. Pas parce que c'était drôle, parce que c'était un manuel. Céleste, elle ne pouvait pas détruire la vérité,
Alors elle a essayé de l'enterrer sous le jargon juridique et les tactiques de relations publiques. Elle n'essayait pas de gagner au tribunal, elle essayait de m'épuiser, de me noyer dans la paperasse et les gros titres jusqu'à ce que je recule. Mais elle n'avait aucune idée de la distance que j'avais déjà parcourue juste pour me tenir aussi haut. Cette nuit-là, alors que j'étais assis à la lueur de ma lampe de bureau, un autre souvenir a fait surface, un auquel je n'avais pas touché depuis des années. J'avais 6 ans, je me cachais derrière le grand escalier de la Missoula House, les genoux appuyés au sol, retenant mon souffle, essayant d'être invisible. J'ai entendu mon père dire, on ne peut pas porter ça éternellement, Céleste. Ça va tout gâcher. Et sa réponse, calme et froide. Puis nous coupons la pourriture avant qu'elle ne se propage. Alors je n'ai pas compris. Maintenant je l'ai fait. Je n'étais pas une fille pour eux, je contrôlais les dégâts. Et là, il recommençait. Le lendemain matin, Kian a frappé à ma porte. Il avait l'air fatigué mais les yeux clairs. Il a brandi un dossier. J'ai déposé un affidavit. Dit-il, ma gorge se serra. Tu as fait quoi? J'ai tout écrit, comment ils t'ont traité, comment ils m'ont utilisé, comment maman m'a fait croire que tu étais dangereux. Je l'ai appelée comme elle est, une femme plus investie dans l'image que dans la vérité. Il posa le dossier sur le comptoir et recula. S'ils doivent mentir sous serment, je ne me tiendrai pas à leur côté. Lorsque nous sommes entrés dans le palais de justice de Missoula ce vendredi matin, l'air était rempli de caméras et de chuchotements, de dessinateurs et de journalistes. La moitié d'entre eux ne savaient pas qui j'étais. Le mois dernier, j'étais la fille qui ne veut pas rester silencieuse. Céleste est arrivée dans un costume crème immaculé, cheveux, expression parfaite, vierge. Elle ne m'a pas regardée. Bien, je me suis assis à la table du pétitionnaire. Mes mains n'ont pas tremblé. Quand ce fut mon tour, je me levai. La pièce était complètement silencieuse. Je ne suis pas ici pour récupérer de l'argent, dis-je d'une voix ferme. Je ne suis même pas là pour punir. Je suis ici parce que quand j'avais 6 ans, j'ai été jetée. Maintenant, on me dit que je n'ai jamais été censée appartenir à la société en premier lieu. Si être effacée était leur objectif, alors je suis là pour prouver que j'y ai survécu. Je me suis rassis. Je n'avais pas besoin d'applaudissements, j'avais besoin du silence qui suivit. Le lendemain, Internet a explosé. Des croquis de moi face à Céleste dans la salle d'audience ont circulé comme une traînée de poudre. Article avec titre, comme la fille. Il ne pouvait pas se taire et la gomme familiale est réelle. Le combat d'une femme pour l'identité a fait l'objet d'une tendance à l'échelle nationale. J'ai reçu des courriels d'étrangers, de survivants, d'anciens employés. Une femme de ménage à la retraite qui travaillait pour la clôture, a simplement écrit « Nous le savions tous. Je suis désolée, mais je ne me sentais pas triomphante, pas encore, car le tribunal n'était pas le seul endroit où Céleste prévoyait de se battre et il lui restait une dernière carte à jouer. La salle était trop calme, un de ces espaces de conférence insonorisés qui rendaient chaque respiration plus forte qu'elle ne le devrait. Les boucles d'oreilles en perles ne la menaçaient pas, mais ses yeux étaient différents. Il n'y avait pas de feu, pas de suffisance, juste un calcul froid. Son avocat a fait glisser le document sur la table, il était clair, fraîchement imprimé, je n'ai même pas eu besoin de le lire, a dit Céleste, d'une voix douce comme du verre, tu retires ta demande de testament, et je fais disparaître tout cela. À côté du dossier, soigneusement aligné, une dernière tentative de contrôle habillée en générosité. Et si je ne le fais pas, ai-je demandé, elle pencha la tête, alors vous continuez sur ce chemin épuisant court, faites pression sur vos petits partisans. Finalement, passer sous les projecteurs s'estompe. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas touché le stylo. Au lieu de cela, je me suis laissé dériver un instant vers cette nuit-là, 6 ans, les lumières vacillantes de la station-service, mes jambes engourdies par le froid, mes mains tremblantes. Pendant que j'attendais, ma voix s'est brisée à force de répéter sans cesse la même chose. S'il te plaît, reviens. Je n'avais pas réalisé jusqu'à ce moment que je ne lui parlais plus, je parlais à moi, à la petite fille. J'étais celui qui avait besoin de quelqu'un, de n'importe qui, pour lui dire qu'elle comptait. Aujourd'hui, j'ai fermé les yeux pour la première fois, j'ai répondu. Je suis là, j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé directement. Je ne suis pas là pour ton héritage, mais... Elle n'a rien dit. J'ai été effacée de ton portrait de famille, de tes projets successoraux, de ta mémoire, mais pas de la réalité. J'existe, j'ai survécu et tu ne pourras plus me faire taire. J'ai repoussé le papier sur la table sans le toucher. Céleste tressaillit, pas visiblement, mais je le vis dans ses doigts, le petit tremblement qu'elle ne pouvait pas réprimer. Pour la première fois, elle ne ressemblait pas à une femme aux commandes, elle avait l'air coincée. 2 jours plus tard, le juge s'est prononcé en ma faveur. Le testament a été respecté. J'ai été légalement réintégré en tant qu'héritier légitime.
Les demandes de Céleste ont été rejetées. Il n'y a pas eu de peine de prison, pas de chute dramatique en salle d'audience. Elle est sortie par une sortie arrière, son avocat la protégeant des caméras. Mais elle a perdu quelque chose. Elle ne pouvait pas racheter sa version de l'histoire. Et pour une femme comme Céleste, c'était là la vraie punition. Cette nuit-là, je me tenais devant Havenhouse, la lumière du porche projetant de longues ombres sur la rue. Je tenais une tasse de thé à deux mains, chaude contre l'air de décembre. La neige tombait en bourrasque paresseuse autour de moi. J'ai fermé les yeux et murmuré, pas à elle, pas au monde, mais à la petite fille en moi qui attend toujours devant cette station-service. Tu as survécu, tu n'as jamais été fou et ils ne peuvent pas écrire ta fin. Le bruit manque. Havas a repris son rythme. Les enfants riaient dans le couloir, les mains tachées pendant l'art-thérapie, les chaussures dépareillées empilées près de la porte de la salle de musique. Reculent les années du silence, du doute, de la honte. Cela met simplement fin à la guerre. Céleste n'a plus jamais montré son visage. Pas de conférence de presse, pas d'interview, pas de réfutation publique. Elle n'a même pas présenté d'excuses officielles. Elle n'en avait pas besoin. Les gens savaient que c'était suffisant. Kian a coupé tout contact, a emménagé dans un petit appartement à la périphérie de la ville et a commencé à enseigner la musicothérapie à Havenhouse. Nous travaillions dans le même bâtiment la plupart du temps et parfois nous partagions le déjeuner. Mais on ne parlait plus d'elle, plus maintenant. Nous venons de vivre. Je me suis habituée au calme, j'ai appris à apprécier les courses banales avec Rutan le samedi, les promenades matinales avant l'arrivée des enfants, l'odeur des bougies à la vanille mélangée à la peinture pour affiches et au chocolat chaud en hiver. J'ai arrêté d'attendre la justice. J'ai commencé à chercher la paix. Un soir de début janvier, j'ai trouvé une lettre au fond de mon placard. C'était écrit de ma main, vieux de plusieurs années, plié, usé, sans odeur. Il était adressé à Céleste, page après page de questions. Pourquoi m'as-tu quitté? Pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Pourquoi me détestes-tu parce que j'existe? Je l'ai lu encore une fois. Puis je l'ai mis dans la cheminée. Le papier s'est courbé et a noirci ses bords, s'effritant avant même que les flammes n'aient touché l'encre, et juste comme ça je l'ai laissé partir. Certaines réponses, ai-je décidé, n'ont plus d'importance. Quelques jours plus tard, je suis passé devant la station-service, la même. Même béton fissuré, même signalisation fatiguée bourdonnant faiblement sous le ciel matinal. Je n'étais pas revenu depuis la nuit. Tout s'est brisé. J'allais continuer à marcher. Puis je l'ai vue, une petite fille, pas plus de 6, assise sur le trottoir à côté d'une pompe rouillée, les bras enroulés autour de ses genoux seuls. Mon souffle pris dans ma gorge. J'ai marché lentement, le cœur battant, la voix serrée. « Et, ma chérie, ça va ?» Elle leva les yeux, les grands yeux bruns, les joues rouges. « J'attends ma mère. » Elle est juste entrée à l'intérieur, bien sûr, une femme est sortie du dépanneur quelques secondes plus tard, l'appelant son nom. La fille a souri et a couru vers elle sans un deuxième coup d'œil. Je me tenais là à regarder, puis j'ai pleuré, pas par douleur, pas par colère, mais parce que quelque chose en moi a finalement lâché. La petite fille qui avait attendu une fois seule n'attendait plus. Elle m'avait. Maintenant, toutes les blessures ne disparaissent pas, mais certaines deviennent des cartes nous montrant comment s'éloigner et ne jamais revenir. J'avais l'habitude de croire que la survie était de rester invisible, de ne pas provoquer de vagues, de ne pas poser de questions, de ne pas avoir besoin de plus que ce qui m'a été donné. Mais j'ai appris quelque chose, le silence ne vous protège pas. Il ne protège que les personnes qui bénéficient de votre silence. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas appartenir, même dans votre propre famille, laissez-moi vous dire ceci, vous le faites. Vous comptez, non pas parce que quelqu'un d'autre le dit, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes ici et que personne ne peut réécrire votre histoire mais vous. Dans la vie, nous n'obtenons pas toujours des excuses, nous ne sommes pas toujours enveloppés justice dans un arc, mais nous pouvons choisir la paix, nous pouvons choisir la croissance, nous pouvons choisir d'arrêter de saigner pour les personnes qui n'ont même jamais essayé d'arrêter la coupe. Si cette histoire vous faisait ressentir quelque chose, si cela vous rappelait une vérité que vous avez transportée ou un mensonge dans lequel vous en avez assez de vivre, ne faites pas simplement défiler, parlons. Dites-moi. Que diriez-vous à votre jeune moi si vous pouviez revenir en arrière? Déposez un commentaire ci-dessous. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez en haut, faites-moi savoir d'où vous regardez. Si cela vous mettait mal à l'aise, j'aimerais toujours savoir pourquoi. C'est peut-être là que commence la guérison. Et bon, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie de cette communauté maintenant, alors ne manquez pas la prochaine. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et allumez la cloche afin que vous ne manquiez pas la prochaine histoire qui pourrait bien parler à votre âme, car parfois l'histoire d'un étranger nous aide enfin à comprendre notre